Good morning or good afternoon to you, ladies and gentlemen. Bonjour à tous et à chacun, mesdames et messieurs. Je suis Amaury de Félidé, associé de Ocam Partners, et je serai en charge de modérer ce panel. Je vais faire une brève présentation de cette conversation pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui va se passer. Alors, je vais maintenant inviter nos panélistes à nous rejoindre. Alors, Madame Doubé Nkoubé, pourriez-vous nous rejoindre, s'il vous plaît? Bienvenue, merci d'être avec nous. Je vais également inviter Monsieur Paddy. Monsieur Yaron et également Monsieur Bakayoko. Merci de nous rejoindre ici. Alors, une présentation très rapide de nos honorables panélistes. First, Mrs. Nomusa Doubé Nkoubé. Alors, d'abord, Madame Nomusa Doubé Nkoubé, première ministre de la province de KwaZulu-Natal. C'est la province de KwaZulu-Natal, c'est à Durban. Alors, merci beaucoup d'être avec nous, Madame. Vous avez été mise en position en 2022. Nous sommes très honorés de vous avoir avec nous. Et M. Yaron Chuela, qui est le PDG de Micheli Group, une entreprise qui est très active dans le domaine urbain. Et Yaron aura l'occasion de nous en parler un peu plus avec des projets très intéressants en Afrique. Également M. Amadou Bakayoko, qui est donc le PDG de la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité. Cette grande compagnie qui apporte donc l'électricité en Côte d'Ivoire. Merci d'être ici avec nous. Et M. Paddy Partridge, le vice-président de Rights, de Bolt, une compagnie qui est bien entendu bien connue au niveau de leur travail dans le domaine du covoiturage. Merci d'être présent ici. Alors, nous sommes présents ici pour parler d'un thème très intéressant, l'urbanisation en Afrique. L'objectif ici de ce panel, c'est de discuter sur cette explosion urbaine, comment planifier l'environnement urbain de demain. On va parler donc de plusieurs projets clés, on va donner des exemples concrets. On dit que l'Afrique va avoir le taux d'urbanisation le plus élevé. Il y aura une addition d'1 milliard de personnes qui seront ajoutées aux villes les plus peuplées. Donc c'est un véritable défi. Je vous présente donc un rapport que nos partenaires ont publié l'année dernière avec l'Africa CEO Forum pour vous donner quelques idées, quelques données, quelques exemples et peut-être quelques recommandations sur comment planifier nos différentes villes, focaliser sur des projets qui feront de telle sorte que nous puissions vivre aisément dans ces villes. Alors, on pourrait peut-être lancer la présentation. Okay, and it's so small that I can't really read it. Alors, c'est tellement petit que j'ai du mal même à le lire. Alors, peut-être qu'on va d'abord commencer par parler de cette explosion démographique. Je pense qu'on sait tous que la population africaine croît assez rapidement. Le nombre est on aura entre 100 et quelques millions et plus de 900 millions et 1 milliard de personnes qui seront là. C'est 2 fois le nombre de personnes qu'il y a en Europe. Et on voit donc que toutes ces personnes-là viendront donc soit de l'extérieur des différentes villes, ou ce sera tout simplement de nouveaux enfants qui naîtront de personnes qui vivent déjà dans les villes. Donc c'est très important et c'est quelque chose qui se produira en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et également en Afrique
en Afrique australe, là où on a déjà une majorité des personnes qui vivent dans les villes. Alors le deuxième élément, c'est que nous avons tous des exemples des capitales qui sont déjà assez grandes. Donc on voit le Caire, Lagos, Luanda. Ce sont des villes qui sont déjà très grandes et qui vont justement être plus grandes encore une fois. Et il faut dire que la majorité des personnes et la majorité des membres des autorités ne sont pas vraiment au fait des villes secondaires. Et ces villes secondaires, la plupart du temps, ont beaucoup moins en termes de projets, de budget, parce que tous ces grands budgets, ces méga projets-là, sont faits au niveau des capitales, même quand nous avons parfois des cités secondaires qui peuvent avoir des millions et des millions d'habitants, et même si elles continuent de croître. Donc bien entendu, cela représente un défi pour les autorités, mais également pour le secteur privé. Il ne faut pas uniquement se focaliser sur les capitales, mais aussi le faire sur les cités secondaires. Alors, la majorité de ces cités-là, de ces villes, ont des caractéristiques très claires, comparées par exemple à celles de l'Asie et de l'Amérique latine. Il faut dire qu'il y a une certaine expansion, une certaine étendue. Elles ont tendance à s'élargir d'un point de vue horizontal plutôt que de grandir d'un point de vue vertical, en montant en termes d'élévation. Donc il y a énormément de coûts qui sont donc liés à cet aspect-là. Je pense que M. Bakayoko pourra nous en parler un peu plus en détail. Lorsque la ville pousse le réseau d'électricité et d'eau à être étendu à ce point-là, il y a certaines conséquences et on nous en parlera. Alors bien entendu, c'est beaucoup plus coûteux d'avoir des infrastructures dans ce cas de figure. Un autre nom, nous avons à peu près 300 millions de personnes qui vivent dans des taudis, dans des bidonvilles. Et bien entendu, il est important que toutes ces personnes aient accès à l'eau, accès à l'électricité, à toutes sortes d'infrastructures. Nous avons des exemples du groupe Mitreli ou du KwaZulu-Natal. On aura des exemples qui nous montreront comment on pourrait prendre soin de ces personnes. Alors maintenant, parlons de la mobilité urbaine. Donc je pense que sur ce point, Bolt pourra nous en dire bien plus. Nous avons 5 défis clés. Le premier est que les transports publics sont principalement informels. Dans la plupart des grandes villes, nous avons plus de 90% de nos moyens de transport qui sont informels, donc des petits taxis, des minibus, des minicars, et il n'y a pas vraiment beaucoup de projets qui sont en cours actuellement dans le domaine du transport, que ce soit des petits trains, métro, etc. Le deuxième point qui est très important, c'est que la majorité des personnes marchent. Ce sont des gens qui en général n'ont pas de métro, n'ont pas de véhicule personnel, ils ne peuvent même pas payer pour ces mini-cars là, et donc leur moyen de transport principal, c'est la marche. Et ils font donc des dizaines de kilomètres chaque jour, chaque semaine. Donc ils marchent beaucoup. Et aussi nous avons eu ce problème que nous avons constaté, je pense qu'on l'a tous vu, ce problème-là de la congestion, ce problème-là des embouteillages. On voit un peu toutes ces heures-là qui sont perdues au quotidien à cause des embouteillages. Ah bon, j'ai un peu de mal avec le pointeur, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça bouge toute seule. C'est peut-être l'intelligence artificielle. Enfin, alors pour revenir à notre point principal, bien entendu, vous perdez énormément de temps avec des problèmes d'embouteillage. Et le quatrième problème serait celui des préoccupations sociales, puisque les personnes qui sont les plus pauvres sont en général aux alentours de ces villes-là. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez arrêter de déplacer les slides?
Merci. Voilà, et maintenant le dernier élément, c'est celui de la pollution. Un autre véritable défi, c'est justement cet écart-là, particulièrement grand, entre le financement des infrastructures. En général, c'est quelque chose qui se perçoit au niveau des continents. On voit un budget massif qui vient des autorités, de l'État. Ici en Afrique, nous avons donc un écart particulièrement grand en termes de financement. Un déficit, c'est très fort. Et je pense qu'on aura l'occasion de parler de ce sujet très bientôt. Et pour terminer avec les présentations, alors 6 idées qui ont été présentées au niveau de ce forum l'année dernière sur comment est-ce qu'on pourrait faire de telle sorte que ces villes qui sont de plus en plus grandes puissent fonctionner, comment est-ce qu'on pourrait financer les projets au niveau de ces différentes villes, hein. Comment est-ce qu'on pourrait le faire quand il faudrait qu'il y ait justement un financement qui soit à la fois public et privé. Il faudrait qu'on puisse avoir une structuration plus appropriée. Il faudrait aussi que nous puissions éviter des cas d'éléphants blancs, donc un terme qui est utilisé pour faire référence à des projets qui sont en général très visibles, très onéreux, mais qui ne sont pas appropriés. Alors, je vous permettrai donc de passer en revue ce rapport. C'est un rapport qui est très détaillé, donc on vous permettra de le passer en revue. Et je serai heureux de partager avec vous. Merci beaucoup. Okay, so now we'll go to the questions to our panelists. Ceci étant, nous allons maintenant passer aux questions avec nos panélistes. Je vais d'abord commencer avec Madame Dubeng-Koubé. Alors, nous avons 3 questions principales et 3 points clés. The first is how can we plan? Le premier, c'est comment est-ce que nous pourrions nous organiser de telle sorte que ces villes qui existent déjà mais qui vont continuer à s'étendre puissent fonctionner correctement. Donc vous avez parlé de certains projets dans la zone de Durban. Peut-être vous pourriez nous parler un peu de quel genre de difficultés vous y aviez, quel est le projet que vous voulez implémenter pour pallier à ce problème et quel serait l'impact de ce projet. Merci beaucoup, Felingo. Effectivement, nous avons certains projets au niveau de l'Afrique du Sud et au niveau justement de la question de l'urbanisation, nous avons eu à régler le problème de cette arrivée fulgurante de personnes dans les zones urbaines. Nous nous sommes rendus compte qu'il fallait construire plus de maisons chaque année. On ne voit même pas l'impact de ces maisons-là puisque plus de personnes arrivent au fur et à mesure que nous faisons des constructions, également même dans les domaines de l'emploi. Tout le monde veut trouver des emplois et également trouver de l'emploi dans des villes principales ou secondaires. Le problème donc que nous avons au niveau de notre pays, également, c'est le problème de la ségrégation. Ségrégation qui a été donc le résultat d'un plan qui voulait donc séparer les personnes en fonction de leur couleur de peau. Donc cela crée des problèmes de cohésion sociale, d'unité, d'inégalité. Donc il faut pouvoir ajouter tous ces éléments-là lorsque nous devons établir un projet. Donc par exemple, je pense à un projet immobilier récemment où on devrait avoir 50 000 appartements et c'est un projet qui permettrait justement de nous aider de régler ce problème de personnes qui vivent en dehors de leur lieu de travail
et qui se doivent donc à ce centre, en quelque sorte, de la ville, ce centre des affaires. Et on voit donc que certains autres secteurs où ils sont ne sont pas forcément idéaux, puisque nous avons des secteurs commerciaux et en général, on peut avoir parfois des difficultés pour trouver des moyens de transport même. Donc, nous avons deux types de méthodes de transport. Donc, le premier mode serait celui qui est financé par le gouvernement. Et également, de l'autre côté, le système de transport qui est informel. Alors, celui qui est financé par le gouvernement, c'est que c'est un système qui est conçu en se focalisant sur des voies que les gens utilisent pour voyager assez souvent. Mais dans le cadre de ce projet, nous n'avons pas besoin d'avoir des gens qui voyagent sur de longues distances, puisque pour la plupart du temps, pendant la période du projet, c'est des gens qui seront donc à côté de leur zone de travail. Un autre problème sur lequel nous essayons de travailler, c'est la question du chômage. Quand vous avez quelqu'un qui se retrouve dans une zone, qui vit dans cette zone-là, la plupart du temps, avec le temps, ça devient un peu plus aisé pour cette personne d'effectuer des voyages et aussi de pouvoir profiter des opportunités d'affaires au niveau justement de ce secteur où il se retrouve. Mais en général, ce genre de projets sont des projets sur le long terme. On ne s'attend pas à ce que les choses se fassent en l'espace d'un an. Pour ceux même qui étaient là depuis pratiquement une quinzaine d'années, voir ce que nous faisons. Nous avons déjà près de 5000 unités qui ont été déjà vendues. Merci beaucoup. Un élément très intéressant, ce serait quel serait donc le rôle des acteurs publics et privés dans le financement de ce projet. Alors, la plupart du temps, dans ce genre de projet, nous avons donc le gouvernement qui est donc impliqué dans le cadre de logements sociaux. Et en général, compte tenu de la taille de l'investissement venant de l'État, cela peut attirer donc des privés à venir investir également. Et c'est donc, comme je disais, un projet gouvernemental. Même les infrastructures sont gouvernementales également, mais grâce à ça, ils auraient la possibilité d'inviter d'autres entités, d'autres compagnies. Et tout ceci se fait grâce à un système qui permet de construire nos villes progressivement de façon appropriée. Merci beaucoup, Madame Douven-Koubé. Ça a été très intéressant et très perspectif. Alors, maintenant, on va parler d'un point de vue un peu plus macro et privé, puisqu'on va se tourner vers Bolt. On aimerait savoir comment est-ce que vous contribuez justement à l'amélioration de certaines villes, du système de transport de certaines villes au niveau du travail que vous faites avec Bolt Afrique. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je travaille avec Bolt. C'est une plateforme de mobilité, une plateforme de covoiturage. Et nous faisons également de la livraison pour des aliments, des trucs de ce genre. Et nous utilisons aussi des motos. En Afrique, nous sommes dans 7 pays où nous avons à peu près 50 millions d'utilisateurs et quelques centaines de milliers de conducteurs et d'opérateurs. Alors, je pense que des entreprises comme la nôtre ont la possibilité justement de faire usage des données pour pouvoir planifier les choses. Nous avons à peu près bien plus d'1 million de courses au niveau de l'Afrique du Sud à notre niveau. Et bien entendu, nous avons la possibilité de voir dans quelle mesure on pourrait s'appuyer sur ces données-là pour pouvoir faire un partage d'informations au niveau de certains crimes qui pourraient se produire, mais également des différentes habitudes de transport des citoyens. Et tout ceci permettrait de travailler sur un planning routier.
Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner un exemple? Oui, pas de problème. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un domaine dans lequel on vient à peine de commencer. Nous avons encore quelques exemples. Par exemple, au niveau de la Tanzanie, on essaie encore de passer cette habitude-là. Et on est aussi présent au niveau de Johannesburg, en Afrique du Sud, mais aussi un tant soit peu au Ghana. Merci beaucoup. Alors, monsieur Norian, il a eu à me dire qu'il fallait que j'aille un peu plus rapidement et que je présente son point. Donc, c'est à vous maintenant. Pourriez-vous nous faire part de comment est-ce que vous contribuez au planning de ville? Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Comment est-ce que vous avez réussi? Quels sont les points principaux? Alors, avec le groupe Mitrelli, depuis la dernière décennie, nous sommes au niveau de certains projets sur le continent africain. Là, c'est plus une question. On parle de pouvoir apporter certaines fonctions particulières et on va devoir se rapprocher de certaines villes. Alors chaque année, nous allons avoir plus d'une trentaine de millions de personnes qui rejoignent la ville. Et bien entendu, cela est un problème qui existe aujourd'hui. Nous sommes impliqués dans un projet d'urbanisation. Nous sommes aussi dans le domaine de l'énergie, du traitement des eaux usées, de l'éducation, de l'emploi, et tout ceci sont des projets qui sont présents au niveau de toute l'Afrique et je voudrais partager certains projets avec vous. À Luanda, nous avons plusieurs 9 millions de personnes et on va aller vers 50 millions de personnes et pour l'instant ils ont besoin d'avoir de l'eau parce qu'ils ont des difficultés pour avoir accès à de l'eau potable pour les populations. Et là on parle des populations actuelles, on ne parle même pas des personnes qui viennent après. Aussi, en termes d'électricité, pour ces personnes-là qui sortent des entreprises, qui sortent des villes, ce sont en général des gens qui sont en dehors et qui n'ont pas accès, par exemple, à l'électricité. On essaye de faire de telle sorte que nous implémentions des projets qui permettront de régler ce problème. Mais souvent, il n'y a presque personne. Et bien entendu, il est important, par exemple, que nous prenions notre temps pour pouvoir choisir la personne qui pourrait justement nous aider à progresser à ce niveau-là. Nous avons des personnes qui ont besoin d'emploi, qui ont besoin d'alimentation et qui veulent pouvoir vivre à 100%. Donc tout est lié à l'infrastructure, non seulement au niveau de la question de la mobilité, mais tout autre élément qui a été mentionné. Nous sommes impliqués dans ce projet-là. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de certaines villes où vous travaillez actuellement? Oui, au niveau de l'Angola, nous sommes impliqués dans l'apport de plusieurs éléments, comme par exemple des zones urbaines qui ont une capacité de plus de 300 000 personnes. Donc nous faisons une présentation, un établissement du plan et de tout autre élément qui nous permettrait justement de construire des appartements. Ce n'est pas juste des appartements que nous construisons, ce sont des communautés. Une communauté vibrante, ils ont besoin d'un endroit où ils pourraient s'amuser, être éduqués avec des enfants. Il se pourrait qu'il y ait justement, il est important qu'il y ait des services de santé, il est important qu'ils puissent se connecter au reste du monde et toutes autres personnes. Alors combien êtes-vous? Au total, nous avons à peu près 20 000 par ville. Nous sommes déjà à près de 300 000. Et une chose est certaine, c'est que quand vous apportez justement ces différents appartements aux populations, il est important que sur une période d'à peu près 2 ans, vous vous assuriez qu'il n'y a pas de détérioration à ce niveau-là. On apporte également les projets d'eau, d'électricité, d'éducation, de gestion des eaux usées
Et tous ces éléments sont importants. Tout le monde apprend en même temps. Donc, que ce soit des projets urbains ou ruraux, le projet se doit d'être un élément clé de tous ces échanges. Parce que ce n'est pas juste une question de construire des écoles, mais plutôt de leur donner une éducation. C'est beaucoup plus une question de contenu, de curriculum. Il est aussi important de créer de l'emploi. Par exemple, nous trouvons le moyen de créer quelques opportunités d'affaires. Et tout ceci est très important. Merci beaucoup, Yoran. On reviendra vers vous pour avoir quelques détails au niveau de ce projet en termes de financement et autres. Alors, Monsieur Bakayoko, donc vous travaillez pour la compagnie ivoirienne d'électricité. Ce serait très intéressant d'avoir votre point de vue sur cette question de la planification et tous ces éléments. Comment est-ce que vous vous organisez pour une ville comme Abidjan, mais également d'autres villes secondaires au-delà d'Abidjan? Comment est-ce que vous travaillez à cela, en particulier lorsque vous avez des personnes qui n'ont même pas les moyens pour pouvoir justement s'installer dans ce genre de ville. Ok, c'est très bien qu'on en parle. Je voudrais justement me focaliser sur l'aspect économique. Je pense qu'un élément qui est très important, c'est que lorsque vous faites le planning, il y a la partie investissement et aussi la partie opérationnelle, mais également d'entretien, de maintien de ce travail. Donc vous pouvez faire un déploiement d'infrastructures aujourd'hui. Et vous allez vous rendre compte que demain, cet élément-là a pris du retard. Donc il est important d'avoir une économie qui est équilibrée, avoir les financements nécessaires pour pouvoir déployer l'infrastructure, mais aussi avoir assez de fonds pour pouvoir maintenir son existence et son fonctionnement. D'ailleurs, vous étiez en train de parler de certains quartiers défavorisés. C'est vrai que c'est quelque chose de très vrai qui existe au niveau de tous les autres pays. On a les mêmes éléments ici à Abidjan. Et il faut dire que très souvent, les gens vivent dans des zones où ils ne sont même pas supposés vivre. Elles n'ont pas de papier et tout ça. Alors, bien entendu, ce sont des personnes qui ont besoin d'eau, qui ont besoin d'électricité. Donc, si on ne le leur donne pas, ce sont des personnes là qui vont devoir vous-même s'attaquer à vos ressources. Et dès qu'ils arrivent, par exemple, à obtenir de l'eau, en général, c'est un acquis qui est fait au travers de moyens informels. Tout est fait de manière anarchique et très souvent, par exemple, au niveau de l'électricité, ils peuvent se permettre de retirer donc les câbles et pouvoir permettre d'avoir l'alimentation en eau à d'autres personnes. Et le gouvernement a donc décidé du déploiement de la technologie qui serait adaptée à ce qui est fait. Alors cela nous permettrait justement d'être présents lors de certaines interventions. Nous avons à peu près 6 millions de personnes qui vivent dans ce genre de conditions. Hein. Et ce n'était pas supposé être comme ça. Mais finalement, c'est de la même manière que cela s'est produit. Donc faire la lutte contre la fraude nous permet justement d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir continuer. Et à Abobo, par exemple, l'une de nos villes, nous étions dans une situation où nous perdions près de 60% de notre niveau de production. Maintenant, on a réussi à augmenter ce nombre-là à 70% de recouvrement. Et bien entendu, vous avez la possibilité d'augmenter votre capacité à entrer dans le système. Il est important que vous puissiez gérer ces personnes-là. C'est trop grand pour que vous soyez oubliés, tout ce que vous faites soit oublié. Et tout est lié, bien entendu, aux standards énergétiques, parce que vous ne pouvez pas avoir des gens dans votre pays et leur permettre de faire tout et n'importe quoi. Merci, M. Bakayoko. Je reviens à Bolt. Je vais essayer d'alterner entre
ces projets énormes et ces technologies innovantes, ces solutions technologiques innovantes. Donc, que pouvez-vous nous dire par rapport à ce que Bolt fait en termes de son travail pour obtenir des espaces urbains qui sont beaucoup plus faciles à vivre, beaucoup plus agréables, avec moins de congestion, moins d'embouteillage avec Bolt et ses systèmes. D'abord, pouvez-vous nous dire quels sont les pays au niveau desquels Bolt est implanté en Afrique? En Afrique, nous sommes au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda et en Tunisie. Donc, c'est les 7 pays où nous sommes présents et nous avons l'intention de nous étendre à d'autres pays de l'Afrique. Je pense qu'en termes de rendre les villes plus faciles à vivre, c'est l'un des centres d'intérêt d'ailleurs de Bolt. Comme je l'ai dit tantôt, nos géographies de présence sont l'Afrique et l'Europe. Et au niveau de l'Europe, nous avons des taux d'urbanisation de 70% et environ une voiture chaque 2 personnes. Donc, en général, ces véhicules sont des véhicules privés. Donc, nous avons plein de véhicules qui ne sont pas utilisés, qui occupent l'espace. Donc, les dynamiques varient d'un continent à l'autre, même d'un point de vue de l'urbanisation, on est à 40% en Afrique, mais je pense que l'Afrique a l'opportunité de faire ce bond et c'est l'une des choses que Bolt voudrait aider à réaliser. Donc, bien entendu, le transport public aura un rôle majeur à jouer, mais nous pensons que le covoiturage, la mobilité partagée serait aussi une solution. Avoir moins de véhicules, moins de propriétaires de véhicules personnels et avoir des véhicules qui sont utilisés de manière beaucoup plus efficiente. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons plus de 900 000 véhicules en Afrique avec des véhicules très utilisés. Donc, l'un des autres aspects, c'est la petite mobilité. Moins de véhicules, mais plus de modes de mobilité pour les trajets les plus courts. Par exemple, en Nairobi, au Kenya, nous avons des transports à base de motos. Donc, à l'avenir, il faudrait avoir aussi cette présence de modes de transport beaucoup plus réduits, mais bien sûr dans un environnement beaucoup plus réglementé. Et c'est à ce niveau-là que Bolt peut entrer en jeu pour assurer la conformité et le suivi, pour maintenir cette conformité. L'autre aspect, c'est la micro-mobilité. Comme je l'ai dit, en Europe, nous sommes à la tête de la micro-mobilité avec des scooters électriques et travailler avec les villes pour voir comment nous pouvons bâtir des infrastructures pour des courts trajets au niveau desquels la micro-mobilité et la mobilité électrique peut être mise à profit. Et vous l'avez dit que ici, parfois, la marche est un des moyens de transport privilégiés. Donc, peut-être que l'introduction de cette micromobilité, de cette mobilité électrique pourrait servir à ces personnes. Donc, c'est des points qui sont abordés. Et par curiosité, est-ce qu'il y a des différences entre la manière dont Bolt procède dans ces villes africaines par rapport aux villes européennes où Bolt est présent, ou du moins, quelles sont les particularités des opérations africaines, si je peux le dire en ces termes? L'une des choses, bien entendu, c'est le type de véhicule que nous utilisons. J'ai dit qu'au Kenya, en Tanzanie, nous avons affaire à des mototaxis et des tricycles qui sont des modes de transport usuels. Donc, quand nous allons dans les pays africains, nous essayons de bien comprendre le pays et d'aller même au tréfonds de ce dernier, et ne pas que se trouver dans la capitale. Par exemple, au Nigeria, nous sommes dans 36 villes. En Afrique du Sud, nous sommes dans 24 villes. Et ensuite, il faut s'adapter aux modes de transport existants pour essayer de digitaliser le segment mototaxi à 2 roues et tricycle. Très intéressant. Maintenant, si vous me le permettez, parlons de la mobilité dans votre district. Je serais très intéressé d'entendre des exemples de nouveaux systèmes de mobilité, transit de masse, des systèmes de transport, en un mot, que vous avez financés, que vous avez planifiés et sur lesquels vous travaillez depuis quelques années pour notre connaissance. Oui, il y a quelques domaines de la mobilité au niveau desquels nous apportons
un soutien financier en tant que gouvernement, mais à un niveau, pour commencer par la question de la planification urbaine, mais aussi pour ce qui est des habitations informelles, comme nous les qualifions, c'est que nous avons un programme au sein duquel nous n'avons plus besoin d'attendre que les personnes détiennent la pleine propriété du terrain avant qu'elles soient formalisées dans ces installations informelles. Récemment, nous avons eu des cas aux tribunaux où les tribunaux ont décidé que le gouvernement doit fournir des services dans ces domaines, dans ces zones, même si les personnes ne sont pas propriétaires. Et ça nous a poussé à voir le gouvernement donner une subvention aux mairies, une subvention à l'amélioration urbaine. Et cette subvention sert à construire des routes dans ces installations informelles, ça sert à mettre des poteaux électriques, l'adduction en eau potable, en attendant que ces personnes obtiennent des habitats permanents et la construction de logements pour eux. Donc, à ce moment-là, ils ont des bonnes routes, donc ils ont des bons systèmes de transport qui interviennent dans cette zone. Donc, la bonne chose avec nous, c'est que le gouvernement central donne du financement, ou du moins fait ce que nous qualifions du sponsoring pour les taxis privés, mais également pour les bus publics de transport en commun. Donc, il y a des incitations. Par exemple, la moitié des coûts de transport sont payés par le gouvernement pour encourager les systèmes de transport, mais également pour améliorer ce système de transport afin qu'il soit sécurisé, mais afin également qu'il soit un système de transport qui n'est pas quelque chose qui pourrait mettre en péril la vie des personnes, parce que si nous n'aidons pas le secteur privé, les taxis privés, vous pourriez vous retrouver avec des systèmes de transport usagés qui transportent les usagers justement et qui pourraient provoquer moult accidents. Donc c'est un niveau où on a l'impression que le gouvernement prend les bonnes décisions en matière d'aide aux transporteurs en subventionnant les bus et les taxis privés. Bon, pour ma part, je viens de Paris où nous avons un système de métro très bon. On voit qu'en Abidjan, ils sont en cours de mettre en place ce métro et ce train urbain, entre griffes. Est-ce que vous, à Durban, vous avez ce type de système déjà en place, ou du moins un projet dans ce sens? Oui, nous avons un projet dans ce sens. Nous en avons un à Johannesburg, nous en avons un à Durban, un système de transport qui a été bâti, qui a été intégré au réseau de routes financé par le gouvernement. Ça a commencé en 2010, lorsqu'on s'apprêtait à abriter la Coupe du Monde, et l'injection d'infrastructures et d'argent alloué au système de transport, ça a été très utile parce que grâce à cela, nous avons été en mesure d'avoir des trains, des bus, des taxis qui allaient jusqu'au domicile des personnes et qui ont été intégrés de peut-être un train jusqu'au bus, du bus jusqu'au train, des systèmes de transport et réseaux de transport interconnectés pour créer cette facilité de la mobilité au sein des communautés. Bien entendu, les systèmes de transport doivent être fiables pour pouvoir permettre le développement des communautés, mais de l'économie de nos régions également. Donc, tous ces domaines sont intégrés dans la planification de nos villes. Lorsque nous disons que nous voulons des villes intelligentes, des villes nouvelles qui sont orientées démocratiquement vers le siècle au sein duquel nous vivons, c'est-à-dire le siècle de la connectivité, l'accès au réseau, l'accès à la technologie, mais également en termes de comment les personnes elles-mêmes utilisent cela pour créer davantage d'emplois, mais dans un guichet unique. Si je peux demander, combien de personnes vivent dans la ville de Durban en elle-même et dans les alentours? Dans notre province, nous avons environ 11 millions de personnes, 11 millions d'habitants. À Durban, ville, nous avons environ 5 millions de personnes au bas mot.
tous ces logements là-bas ont leur propre développement intégré qui se déroule au sein de ces installations, parce que dans d'autres zones, ils se sont déjà installés. Donc, il faut faire la planification in situ et la construction in situ, où on construit des maisons de 3 étages, par exemple, pour pouvoir abriter davantage de personnes. Mais ça aide pour les infrastructures parce qu'elles reviennent à un coût réduit. Ça permet d'avoir en grande quantité. Si on construit des bâtiments longs, ou dirons-nous, mais on parle aussi des problèmes sociaux qui découlent des hauts bâtiments. Mais de mon expérience, en tout cas, cela n'a pas occasionné de problèmes sociaux particulièrement majeurs, de problèmes sécuritaires particulièrement notables quand on fait une construction en hauteur. Merci beaucoup. Je reviendrai à M. Bakayoko. Je pense que nous avons abordé la question du déficit de financement et du rôle du secteur privé justement dans la fourniture de ces services publics. C'est une entreprise sociale en un mot, parce que l'eau, l'électricité, on ne peut pas faire sans. Donc c'est comme un bien public, si on peut le dire en ces termes, mais en Côte d'Ivoire, vous avez vraiment un historique de livraison de ces services publics à travers des acteurs privés. Donc ce serait intéressant pour nous de comprendre comment vous procédez à cela, le financement de ce dernier, et si vous pouviez également décrire de façon ramassée l'institution, les institutions qui interviennent, qui donnent la concession à qui, quels sont les acteurs. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose, qu'on soit au secteur de l'eau ou de l'assainissement ou de l'électricité. On a des entreprises publiques détenues à 100% par l'État qui font les investissements. Et nous avons les opérateurs comme nous, la CIE pour l'électricité, la SODECI pour l'eau et l'assainissement, qui opèrent ces réseaux et qui facturent le client. Donc pour nous, l'idée c'est d'avoir l'efficacité maximale pour s'assurer, l'efficience d'ailleurs, pour nous assurer que le coût soit le plus réduit pour le système. Donc, à cet effet, j'ai parlé de la réduction des pertes. Deuxièmement, c'est le recouvrement des créances. Il faut être excellent dans le recouvrement des créances. Nous, on procède à 95% de recouvrement des créances, c'est-à-dire 95% des factures sont payées. On innove évidemment à travers la numérisation. Nous sommes très impliqués dans ce domaine, car cela nous permet de suivre ce qui se passe en temps réel dans le système. Ça nous permet également de planifier. Pour revenir aux données qui ont été mentionnées, vous savez par exemple qu'en Abidjan, vous pourriez avoir besoin de 1000 mégawatts, mais la question c'est qu'est-ce qui est nécessaire dans quelle zone, et est-ce que vous disposez du réseau qui vous permet de donner cela en bonne qualité aux clients. Sans données, c'est impossible, donc il faut avoir des compteurs numériques, des capteurs pour collecter cette information, pour dire au gouvernement, vous savez quoi, dans cette zone, à 18 heures, ça ne fonctionne pas, il faut en faire davantage. Sinon, ils vont planifier davantage dans une zone qui n'en a pas nécessairement besoin, et ça devient des investissements vains. Donc il faut réduire les inefficiences du système pour réduire ses coûts. Grâce à Dieu, le gouvernement est satisfait, vu que ça fait 60 ans qu'on renouvelle le contrat au niveau de l'eau et 30 ans dans l'électricité. Donc c'est grâce à nos innovations, grâce à ces meilleures solutions qu'on offre en matière de planification au gouvernement, et grâce à l'utilisation de l'IA pour suivre la fraude, par exemple, ça nous permet de mettre en exergue des comportements qui indiquent un problème. Donc c'est ce que nous apportons au gouvernement. Et bien entendu, nous avons une panoplie de fournisseurs, des petites entreprises en Côte d'Ivoire. Nous avons également des acteurs tels que Mitreli à l'étranger qui peuvent nous aider à mettre cela au service des clients et du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur Bakayoko. Je vais revenir à Monsieur Yaron. J'aimerais vous poser une question par rapport à l'aspect financement de vos projets. Vous nous avez parlé de ce projet de ville en Angola, et je serais intéressé par le fait d'en savoir plus sur ce financement. Est-ce qu'il vient du gouvernement? Est-ce qu'il vient des citoyens quand ils achètent leurs appartements, leurs maisons, dans un pays qui est riche en griffes grâce à l'or noir, mais la plupart du temps, cela n'est pas suffisant.
Donc, pour les projets spécifiques dont j'ai parlé, le financement vient du gouvernement et c'est les acheteurs. Le gouvernement est l'acheteur de ces appartements. C'est un modèle qui est plutôt particulier, spécifique à ce pays. Quand on regarde le réseau routier, en Angola, il manque 3 millions d'appartements environ. C'est le déficit. Donc, ce déficit ne sera pas comblé par les 40 000 logements que nous allons construire. Ça nécessite un modèle différent. Et ce modèle-là, c'est un modèle dans lequel le gouvernement donne le terrain, nous on donne les infrastructures, c'est-à-dire la viabilisation du terrain, et le secteur privé fera la construction des appartements, des immeubles et de la construction en hauteur. C'est le modèle que nous estimons être le plus soutenable, c'est la marche à suivre. Avec votre permission, j'aimerais aborder le point qui a été évoqué tout à l'heure. Vous savez, quand les personnes font l'exode rural, ils construisent leurs propres logements, leurs propres demeures. Et c'est des demeures illégales. Ils n'ont pas de permis, ils n'ont pas d'infrastructures qui sont faites de façon durable, c'est de façon provisoire qu'ils construisent. Donc nous avons une solution qui permet d'identifier les constructions illégales à travers une cartographie et un système de cartographie qui donne au gouvernement un aperçu de ce qui se passe en matière de construction anarchique. Et à ce moment-là, le gouvernement peut faire deux choses. D'abord, interrompre les constructions anarchiques qui constituent quelque chose de risqué parce que ça ne respecte pas la loi et les normes. Ensuite, ce qui peut être fait, c'est augmenter les impôts provenant de ces nouvelles constructions donc ça permet au gouvernement et aux villes d'engranger davantage de revenus, comme abordé tout à l'heure. Donc il s'agit de générer de la valeur à l'endroit des personnes qui respectent la loi, qui payent leurs impôts. Et on sait qu'autour, il y en a qui ne font pas cela et qui sapent les efforts de la population. Donc c'est une anecdote. Pour revenir au financement, comme je le disais tantôt, nous travaillons avec des ECA, c'est un modèle de financement mis en œuvre par le gouvernement avec les banques et c'est appuyé par Export Credit Agencies. Donc, nous avons un modèle qui fonctionne, mais ça prend du temps. Si on voit le temps que ça prend, le problème c'est aujourd'hui. Mais si on regarde le modèle que les banques financent et la durée de financement, ça prend 3 à 5 ans entre le démarrage du projet, le besoin, et la livraison des livrables. C'est 5 à 6 ans. Je pense qu'il faudrait avoir un changement majeur dans le modèle de financement, qu'il faudrait accélérer ce dernier de sorte à ce que les besoins du gouvernement, les besoins de la population trouvent réponse dans un modèle beaucoup plus rapide. Et je pense qu'actuellement, c'est le point d'achoppement majeur qui empêche ce bond vers l'avant dont l'Afrique a si grandement besoin. Donc, je lance un appel aux institutions financières, aux ACE, pour qu'elles découvrent un modèle beaucoup plus rapide qui nous permettra d'avancer avec célérité, car le besoin, c'est aujourd'hui et non pas en 2050. Merci beaucoup. J'espère que cela sera entendu par les partenaires financiers et les gouvernements. Il nous reste environ une dizaine de minutes. Peut-être qu'on peut prendre des questions de la part de l'assistance. Donc, si vous avez des questions, si c'est vraiment une question et non pas un discours, donc je vais vous demander de nous dire à qui s'adresse votre question et de la poser à nos distingués panélistes. Si vous avez une question, ne soyez pas timide. Nous avons des panélistes très sympathiques à qui vous pouvez poser vos questions. Hi, good afternoon.
Bonsoir. Ma question s'adresse à Yaron et à Patrick également. Est-ce que vous partagez les données entre les départements des logements et du transport pour maximiser les opportunités offertes par ces deux secteurs? Est-ce qu'il y a ce partage de données ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé? Entre le transport et le logement, c'est ce que vous avez dit. Donc, comme je l'ai dit au début, c'est quelque chose que nous tentons de faire. Et dans certains cas, ce qu'on demande, c'est ce partage de données. Donc, comme je l'ai dit, en Afrique, nous avons environ 1 million de courses par jour. Donc, c'est un domaine, ce partage de données, qui pourrait offrir beaucoup d'opportunités. Nous sommes déjà en train de le faire en Tanzanie. Nous le faisons également à Johannesburg. Et de plus en plus, on le fait au Ghana voisin également. Nous pensons que les données devraient être intégrés dans tous les projets, car comme il a été dit, on peut identifier les besoins, la fraude également. Nous pensons que les données doivent être prises, les décisions doivent être prises sur la base des données. Par exemple, la planification de la nouvelle ville, ça a besoin de l'inventaire des besoins, de la connaissance des infrastructures nécessaires. Il ne s'agit pas juste de construire ces 40 000 appartements, il s'agit de créer une communauté, permettre à ces derniers d'aller à leur lieu de travail, permettre aux enseignants de venir dans les écoles. Donc tout cela doit s'appuyer sur des données pour la prise de décision. Donc on utilise beaucoup de données pour identifier les différents endroits de fuite sans avoir à casser toute la ville pour identifier la fuite. Donc il faut utiliser des solutions sophistiquées, pas seulement pour identifier le point de fuite, mais aussi pour réparer cela sans tout casser, encore une fois. Donc ces solutions nécessitent les données et les informations. Et donc ces données sont précieuses pour les villes. Moi j'ai une question pour le secteur du transport public, du transport en commun. J'aimerais que vous nous disiez quels sont les obstacles dans les villes africaines qui nous empêchent d'avoir des systèmes de transport efficients. Vous avez parlé de Paris, de Londres. En tant que touriste, voyageur, c'est facile de se déplacer. On peut utiliser le transport en commun. Mais je ne suis pas sûr de le faire en Abidjan. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire à Lagos. Donc, quelles sont vos idées pour créer un écosystème qui nous permettrait d'avoir du transport en commun de classe mondiale et fonctionnel? Et en lien avec cela, comment pouvons-nous rendre nos villes beaucoup plus sûres, surtout pour que nos enfants puissent marcher la nuit, aller au cinéma et pouvoir profiter de la vie nocturne comme dans les villes occidentales? Donc, quels sont les obstacles et quelles sont les solutions? Merci beaucoup. Par rapport à l'aspect sécurité, nous avons ce que nous appelons projet de ville plus sécurisée et c'est mis en œuvre dans plusieurs villes d'Afrique du Sud, dont Durban. À ce niveau, nous bâtissons des projets où dans la conception du projet, nous essayons d'améliorer nos régions, surtout au niveau des bidonvilles et dans les zones rurales. Donc la question sécuritaire est très prise au sérieux. Il y a la question de est-ce que les routes sont sécurisées elles-mêmes? Est-ce qu'il y a des marquages au sol adaptés? Est-ce que s'il y a un accident, est-ce qu'on pourra identifier les responsabilités? Donc, une conception avec la sécurité à l'esprit. Donc, c'est pourquoi on appelle ce projet Ville plus sûre. Donc, vous avez déjà des communautés. Maintenant, il faut voir comment on s'assure que les jeunes filles ou les femmes sont en sécurité quand elles viennent du travail en se déplaçant sur des longues distances. Comment est-ce qu'on intègre l'aspect de leur sécurité? Mais l'autre aspect également, c'est le système de transport. Ce qui est nécessaire ici, il y a beaucoup
un besoin de partenariat avec le secteur privé et les entreprises. Parce que le mode de transport qui est utilisé, c'est un mode de transport informel, détenu par des particuliers. Mais dans notre cas, il y aura aussi des subventions qui seront octroyées aux individus même par le gouvernement. Parce qu'en raison des longues distances qui doivent être parcourues par les personnes et aussi en raison de la taille de nos régions, c'est pas comme à Paris où on peut mettre Paris dans plusieurs pays africains. C'est pas la même chose. Il faut concevoir différemment nos régions d'Afrique. Mais s'il devait y avoir des partenariats avec le privé, où la route est améliorée, où les systèmes de transport sont améliorés, pour des prix même abordables, même pour les acteurs formels qui veulent venir dans le secteur, qui puissent acheter de bonnes voitures, de bons bus et qu'il y ait des subventions, de sorte à ce qu'au terme de cela, on puisse créer des liens avec ces différents propriétaires de sociétés de transport. Nous avons des projets de cet acabit où des associations se parlent pour voir comment ils peuvent travailler ensemble, de sorte à ce qu'au terme, il ne s'agit pas d'individus qui gagnent de l'argent, mais avoir l'état d'esprit du voyageur, s'assurer que ces voyageurs puissent aller du point A au point B en toute sécurité et à des coûts abordables. Donc, si vous me le permettez, je vais le faire très rapidement. Vous avez dit que d'ici 2050, 900 millions de personnes iront en ville. La majorité des personnes seront des jeunes. Donc, c'est le futur de l'humanité. 50% des personnes de moins de 15 ans seront originaires d'Afrique. Je pense que ces personnes méritent une vie de haute qualité, une éducation de haut vol et un emploi de haute acabit pour vivre la vie pleinement. Il faudrait y avoir des investissements majeurs dans les régions urbaines avec toutes les infrastructures qui vont avec. Et nous sommes un partenaire fier du gouvernement et des populations africaines pour atteindre cet objectif. Merci, Yoran. Je pense qu'on a touché les points principaux relatifs à la planification, mais il y a un aspect qui a été omis, à mon sens, et je pense qu'on le doit à nos clients, c'est la planification à la résilience, parce que nous avent parlé de la planification pour des situations normales. Nous sommes dans une situation où on a eu la COVID, nous avons des extrêmement météo extrêmes, nous avons les inondations, nous savons que l'Afrique est particulièrement exposée aux soucis de changement climatique, donc ça crée de nouveaux défis. Donc il ne faut pas que planifier pour les situations du quotidien, il faut planifier également pour les périodes de crise. Donc c'est ce que j'évoque. Souvent, ils ont des stocks de 6 mois d'eau. Nous, dans notre cas, on a à peine l'occasion de répondre aux besoins quotidiens. Donc s'il y a un problème un jour, on ne peut pas avoir accès à un fleuve, par exemple. Il y a un camion qui rentre dans la réserve d'eau, on ne pourra pas survivre longtemps. Donc il faut avoir cette planification de la résilience, c'est très important. Nous sommes ambitieux par rapport à l'avenir de nos villes, donc il faudrait commencer à avoir plus de planification en matière de résilience. Merci beaucoup. À notre niveau, Bolt a pour mission de rendre les villes pour les hommes et pas pour les voitures. Ce qu'on veut dire, c'est résoudre tous les cas d'utilisation d'un véhicule et offrir des opportunités beaucoup plus abordables à travers le transport en commun, le covoiturage et la micro-mobilité. Et en Afrique, on doit aussi se focaliser sur comment rendre cela plus sécurisé, comme ce que Nomoussa disait. Donc, on sait que beaucoup de passagers en Afrique sont des femmes qui veulent une alternative sécurisée pour se déplacer. Donc, on se focalise beaucoup sur comment rendre cela une réalité, comment rendre la mobilité plus sécurisée et beaucoup moins coûteuse. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées par un partenariat avec nous dans ce sens-là, on serait ravis de les écouter. Donc, Bolt recherche des partenaires en Côte d'Ivoire.
possiblement. À notre niveau, l'aspect le plus important, c'est qu'en tant que gouvernement, nous devons passer de la simple construction des maisons à des constructions d'installations où les personnes peuvent vivre, travailler, jouer, pas besoin de se déplacer sur de longues distances, avoir l'humain complet en tête quand on construit, mais aussi avoir des PPP dans ce secteur, de sorte à ce que ce ne soit pas que le gouvernement qui cherche à déployer des infrastructures, parce que si on parle du gouvernement, à ce moment-là, on parle des infrastructures sociales, alors qu'il ne s'agit pas que de cela. Il y a les deux, les infrastructures sociales, oui, mais les infrastructures économiques, celles qui seront en mesure de fournir des services aux communautés et aux entreprises également. Donc, je pense que la planification qui doit avoir lieu, c'est que dans nos esprits, en tant qu'entreprise, lorsque nous investissons, nous devons comprendre quels sont les plans du gouvernement, et le gouvernement, quand ils investissent, ils doivent comprendre également quels sont les plans du secteur privé, de sorte à ce que main dans la main, nous puissions bâtir des installations qui sont vivables, qui sont profitables et intelligentes pour nos communautés. On va s'arrêter là et vous inviter à ovationner nos panélistes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.